Droit dans les yeux, Ibrahima Sano est notre invité ce matin. Ibrahima Sano, c'est cet écrivain marcheur, on l'appelle comme ça, parce qu'il a marché du camp Keneborema, c'est à Kindia, jusqu'à Conakry. Ça fait combien de kilomètres? Bon, enfin, je devrais dire bonjour, non? Bonjour, monsieur Ibrahim. Bonjour, monsieur Mohamed Ali. Alors, ça fait combien de kilomètres du camp Keneborema, de Kindia jusqu'ici? Bon, je ne sais pas exactement. Pour quelques-uns, ça fait 135, pour d'autres 137. D'accord. Peut-être plus que 130 kilos, c'est ce que ça fait. Alors, commençons au début. Vous avez marché 135 km, en tout cas plus de 100 km. Pourquoi au juste? Comme je l'ai dit, pour protester contre trois choses, le refus du gouvernement guinéen et surtout le président de la République d'entretenir la mémoire alors qu'il a déjà mis en place une commission définitive de réconciliation. Le refus de son Premier ministre donc d'intériner pratiquement les pratiques que son prédécesseur a commencé par rapport à la mise en place de cette commission. La seconde chose, c'était pour dénoncer la corruption qui sévit, donc entretenue depuis le haut sommet, et l'absence de résultats probants dans la lutte contre la corruption. La troisième chose, c'était pour protester contre les velléités des fraudes à la Constitution et donc appeler à une alternance démocratique en 2020. D'accord. Pour vous, de tous les problèmes auxquels la Guinée et la population guinéenne sont confrontées, la Guinée et sa population, est-ce que ce sont les problèmes, ce sont ces trois que vous venez de citer là qui sont les plus cruciaux? Oui, il y a toujours des problèmes qui sont cruciaux, qui sont importants, mais partout il faut avoir la priorité. Pour déterminer la priorité, on tient compte du contexte. Ça veut dire, vous pensez aujourd'hui que la priorité, c'est de lutter contre la corruption, c'est de lutter pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Bon, prolongement des mandats pour le professeur Alpha Condé, c'est de lutter pour la réconciliation nationale, c'est ça? La priorité, c'est la paix. Quand je dis la paix, c'est le passé. Okay. Le passé, la paix avec soi, la mémoire. La priorité, c'est la paix parce qu'il faut avoir le présent. Le présent, il y a beaucoup de problèmes. Quand on dit malgouvernance, c'est un mot pudique. Il faut le dire clairement, il y a corruption. Cette corruption qui fait qu'une minorité accaparante arrive à accaparer les richesses donc la majorité et l'exclut donc la majorité. La troisième chose, la paix aussi, c'est l'avenir. Il ne faut pas aller les yeux bandés vers l'avenir imprédictible. La paix donc, c'est l'alternance démocratique parce que sans ça, il y aura des violences futiles et inutiles. Très bien. C'était quand, votre marche? Vous avez marché quand? C'était le 19 août que j'ai entamé cette marche devant le camp Kemebrama. Vous avez mis combien de jours à arriver à Conakry? Ça m'a fait 3 jours. Donc du 19 au 21, c'est ça? Exactement. Et l'autre jour, je n'ai pas marché parce que le jour de la fête, j'avais dit que je ne rentrais pas à Conakry la nuit. Et le jour de la fête, je ne pouvais pas marcher. Donc je me suis reposé à mon point de chute donc, au kilomètre 36 où j'ai passé la fête. Très bien. C'est symbolique, hein? C'est symbolique, faire une marche comme ça pour protester, c'est un acte patriotique, pourrait-on dire. C'est un acte de citoyenneté. Personne ne l'avait jamais fait en Guinée avant vous, pas vrai? Bon, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait avant ou pas. Est-ce que c'est patriotique? Je ne veux pas répondre à cette question. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez jouer à la modestie? Pourquoi vous l'avez fait dans ce cas? C'est citoyen. Non, vous l'avez fait pour qu'on vous récompense? Je ne l'ai pas fait pour avoir une quelconque... Alors, pourquoi vous dites que vous ne savez pas si c'est patriotique, si c'est... Parce que nous sommes dans... Vous savez, la fausse modestie, ça ne marche pas ici. Hein? C'est ça, vous le dites clairement, vous ne le dites pas du tout. Nous sommes dans un pays, malheureusement, où le mot patriotisme est utilisé, est galvaudé. Chacun l'utilise selon son intérêt. Et donc là... Vous l'utilisez maintenant là selon votre intérêt, c'est ça? Parce que j'ai dit c'est un acte patriotique, vous me dites que c'est... Ce n'est pas parce que vraiment ceux qui défendent la patrie sont peu dans ce pays et que les rescuilleurs donc sont plus nombreux. Et ceux qui disent qu'ils se disent patriotes, qui ne le sont pas. Et donc je ne vais pas tomber donc dans ce manichéisme. Pour moi, c'est citoyen, c'est symbolique. Tout simplement. Symbolique, pourquoi? Parce que citoyen, pourquoi? Parce que j'ai accompli donc un devoir citoyen, celui donc de proposer des idées. Donc un devoir citoyen qui n'a rien à voir avec la patrie, c'est ça ce que vous voulez me dire? Parce que je vous dis c'est un acte patriotique, peut-être qu'on va s'atteler là-dessus, mais j'ai envie que ça soit clair. C'est soit c'est un acte patriotique, c'est pour la patrie que vous l'avez fait, ou c'est pas du tout pour la patrie. Dans ce cas, on retire le mot. Dites-le moi si c'est pas un acte patriotique. Monsieur Mohamed Ali, libre à vous de penser, de dire ce que vous pensez du patriotisme. Moi j'ai dit patriotisme peut-être. Peut-être, selon moi, je ne veux pas dire est-ce que c'est l'est ou ce ne l'est pas. J'ai dit que c'est symbolique. Symbolique, pourquoi? Parce que le camp Kemebrama, peut-être quelqu'un d'autre aurait pu me dire, mais il fallait aller plus loin à Kindia, et sinon à Kankan ou sinon à Mamo. Non, parce qu'au pied du camp Kemebrama, ou donc du Mont Ganga, il y a des charniers. Symbolique. La place des martyrs, c'est symbolique. Donc, parce que quand vous regardez, vous voyez les martyrs de la résistance à la pénétration coloniale, mais les martyrs de l'indépendance, où est-ce qu'ils sont? Il n'y en a pas. Donc, j'étais dans les symboles. Donc, c'est symbolique. Pour moi, c'est symbolique. Très bien. Symbolique, mais pas patriotique. D'accord. Alors, j'ai placé ce mot pour essayer de comprendre, parce que finalement, ce qui a attiré surtout notre attention,
Parce que malgré tout, ils vous ont empêché de porter votre message, en tout cas de délivrer votre message à la presse au niveau de... C'était où exactement? C'était à la place des Martyrs où nous étions parce que j'avais dit que je livrerais un message, un discours donc du cœur, un discours du cœur non écrit à 16h45. Et donc je suis arrivé pratiquement à 15h51 et il fallait attendre donc que les journalistes soient là et que le peuple aussi soit là. Mais après, dans cette attente, il y a les gardes rapprochés qui sont venus pour nous dire que le rassemblement était interdit en cet endroit. Nous étions donc à l'extérieur, à la périphérie, mais donc ils nous ont rappelé qu'il ne fallait pas donc y rester. Les journalistes ont dit que je devais porter un discours. Après tout, ils nous ont donné chichement 15 minutes et c'était insuffisant. Je ne pouvais donc pas répondre aux questions et tenir un discours et donc j'ai préféré répondre aux questions. Très bien. Donc, on ne vous a pas carrément empêché, c'est ça? Parce que nous, on a cru comprendre qu'on a même voulu vous évacuer. Non, on ne m'a pas voulu évacuer, on ne m'a pas arrêté. Vous avez quand même eu 15 minutes pour porter votre message, pour délivrer votre message. 15 minutes, c'était insuffisant parce qu'on vous dit dans 15 minutes, il faut donner le discours. Même 2 minutes, c'est déjà suffisant pour un discours. Hein. C'est pour le symbole. Oui. Oui, je vous donne mon point de vue. Voilà, je pense que même 2 minutes, c'est déjà suffisant. Vous, on vous a donné 15 minutes. 15 minutes, vous pensez que ce n'était pas suffisant? Parce que regardez un peu la contrainte du temps. On vous dit aux gens à la veille qu'il faut 16h45 pour porter un discours. Vous êtes à 15h51. À 15h51, on vous dit qu'on vous donne 15 minutes. Allez-vous attendre les 16h45? Donc, naturellement, vous renoncez. Donc, vous vous dédisez un peu d'une certaine façon. Parce que là, vous tenez une promesse et là, vous ne la respectez pas. Parce que, bon, c'est ce qui fait que je n'ai pas pu tenir donc, le discours. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai été empêché de quelque façon à tenir donc ce discours. Donc votre marche n'a pas abouti finalement, c'est ça? Je ne vais pas dire que ça n'a pas abouti parce qu'il y avait aussi un acte intellectuel après, parce que pour éviter qu'on tombe donc dans cette interprétation populiste, politicienne et manichéenne, j'ai donc dit qu'il fallait donc que je propose quelque chose, j'ai proposé des choses, et sur la réconciliation, 23 pages, et sur la lutte contre la corruption pour dire oui, ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord, voilà la proposition, 41 solutions concrètes, en imposant au président de la République donc une certaine chose, l'autodiscipline, à son premier ministre pareil aussi, aux autres institutions, et ça a été clairement défini. Je crois que quelque part, il y a mon message. Mais l'autre chose que je n'ai pas pu porter, c'est-à-dire que je ne l'ai pas écrit là-dessus, je voulais le dire à cœur ouvert, donc qu'il ne fallait pas tenter donc, cette initiative de troisième mandat. Je crois que tout au long du trajet, j'ai eu cette occasion, je l'ai dit. Troisième mandat, ça vous inquiète? Le fait de prolonger le mandat du président actuel, Alpha Condé? Ce n'est pas le troisième mandat qui m'inquiète, c'est la fraude à la Constitution qui m'inquiète. Et quand je dis fraude à la Constitution, c'est un peu plus général. C'est vague, le troisième mandat fait partie, et d'autres stratégies aussi permettant d'avoir un glissement, donc, un glissement donc de son mandat, ou sinon un prolongement donc de son mandat aussi fait partie. Et d'autres choses aussi permettant d'empêcher la tenue des élections démocratiques en 2021, des élections inclusives et donc transparentes, ça fait partie aussi des stratégies de fraude à la... Vous savez, si c'était des politiciens de l'opposition qui portaient ce discours, je pouvais les laisser passer. Mais vous, je suis obligé de vous demander qu'est-ce qui vous dit que le professeur Alpha Condé voudrait faire un troisième mandat. Dites-le moi, est-ce que vous avez vu des signes? Monsieur, je vous ai dit que le mot troisième mandat, il est un peu réducteur. J'ai dit fraude à la Constitution, c'est un peu... Fraude à la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous avez une preuve qu'il peut y avoir fraude à la Constitution? Il peut y avoir fraude à la Constitution parce qu'il y a des signaux, et de son côté, des signaux aussi... Citez-moi quelques-uns qui ne vous rassurent pas. D'ailleurs, actuellement, tout le monde sait ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Et on sait que ce sont eux qui valident donc la candidature. Ce sont eux aussi qui décident naturellement de la tenue des élections. Et comment est-ce que vous n'avez encore aucune, et personne ne peut prouver que le président Alpha Condé est derrière cette manipulation au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas le dire. Il y a quand même 8 conseillers qui sont libres, qui sont censés être libres contre un président. On peut pas, personne ne peut vous dire que c'est lui qui... Donc, ce ne sont que des hypothèses, ce ne sont que des suppositions. Est-ce que de par des suppositions, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un problème? Oui, ce ne sont pas seulement des suppositions, il suffit juste de voir. Et on a vu que le communiqué de service frontières est passé à la RTG. La RTG, c'est une télévision publique nationale, donc on voit de quelque part que le gouvernement adosse ce discours. Alors qu'on sait que dans la Constitution, le président de la République, lui, c'était de veiller donc à, comment dirais-je, à la garantie de la continuité donc des institutions. Et quand de tels cas, il devait dire donc pratiquement ce qu'il pense. Il ne l'a pas fait, qu'il ne dit rien consent, et je pense que le signal est trop fort. On a vu aussi que, comment dirais-je, à la prestation de serment des 3 conseillers, qui d'ailleurs pour quelques-uns n'ont pas encore l'âge légal de siéger dans cet organe, on a vu que le président de la Cour constitutionnelle n'y était pas. C'est aussi un signal. Quelque part, il faut dire que d'une certaine façon, il est écarté, il est sur la sellette. Ce sont des signaux.
et je pense que c'est aussi suffisant pour dire que là, il peut y avoir manœuvre donc, de fraude à la Constitution. Et là, comme je vous l'ai toujours dit, que frauder la Constitution ne veut forcément pas dire qu'il faut déstabiliser la Cour constitutionnelle, parce que d'une certaine façon, le président de la République a la possibilité d'appeler à une révision constitutionnelle. On sait que réviser la Constitution ne se fait jamais de façon intégrale, mais ça peut se faire. Sans toucher donc la limitation des mandats, s'il arrive à réformer la Constitution, à penser d'ailleurs, je le crois, que le président de la République a toujours prêté serment sur la Constitution, mais il ne l'a pas respecté. C'est aussi un signal. Ça veut dire qu'il se sert d'un passe-droit. Je le fais pour avoir la légalité, mais en même temps, je ne suis pas tenu à respecter une Constitution que je crois manifestement illégitime. D'autant plus, il a clairement dit devant tout le monde que cette Constitution n'était pas légitime et qu'elle était contre lui. Je crois qu'elle ne lui a jamais empêché donc, de tenir quoi que ce soit et de diriger la Guinée. Mais jusque-là, il n'a jamais quand même tenté de modifier, il ne l'a même pas dit. C'est ce que je vous dis. Il n'est pas forcé de modifier. C'est ce que je vous dis. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce qui peut se faire? Si on arrive à réformer la Constitution, sans toucher donc la limitation de mandat, qui d'ailleurs a verrouillé par la Constitution des 2 mandats, on tombe donc dans l'interprétation. Est-ce qu'il y a l'abrogé, est-ce qu'il y a l'abrogeant? Est-ce qu'il pourra se présenter ou pas? Et donc là, c'est en ce sens que la Cour constitutionnelle est importante. Ce sont eux qui diront en ce moment, qui sont habilités à dire est-ce qu'il peut se présenter ou pas. Et en ce temps, nous serons donc devant les faits accomplis. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on sorte dans l'émotion. C'est ce que je suis en train de dire. Après, il n'y a pas que ça. Il y a l'autre chose aussi. Parce que c'est quand même, on peut tout lui reprocher, mais sauf son intelligence peut-être. On ne peut pas dire qu'il est inintelligent. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des manœuvres. Ces manœuvres, c'est des manœuvres de diversion qui consistent donc à occuper le peuple de Guinée ici et là et à oublier donc l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'urgence, dans la quotidienneté. Mais il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en 2020, il faut qu'il y ait des élections. Mais pour qu'il y ait des élections en 2020, il faut qu'il y ait des étapes. Mais aujourd'hui, nous voyons que lorsqu'on regarde un peu, l'avenir est imprédictible et nous avons les yeux bandés vers l'avenir. Donc c'est un peu vers le chaos même, parce que les élections communales, les élus n'ont pas été installés. Les législatives prochaines, avec l'UFDG, ils se sont mis d'accord, la mouvance, surtout, se sont mis d'accord pour récomposer la CENI. Et cette CENI récomposée, quand est-ce qu'elle va siéger? Quand est-ce que donc, cette CENI sera capable d'organiser les élections? Dans quelles conditions et comment est-ce qu'elle pourra le faire? Est-ce que les élections législatives auront lieu donc à échéance, donc en 2019? Et si ces élections n'ont pas lieu, est-ce qu'en 2020 donc on pourra donc avoir? C'est pour ça que j'ai dit que l'opposition aussi est en train de faire ce que j'appelle le free lunch, des repas gratuits. Et lorsque vous donnez un repas gratuit à quelqu'un qui pense qu'il a un passe-droit et qu'il peut s'en servir, quelque part là, vous êtes en train de jouer très mal. Vous savez ce que je ne comprends pas? Depuis le début, ce que je trouve que ce sont les politiques et quelques membres de la société civile qui parlent plus de 3e mandat ou même d'une manipulation de la Constitution que le président lui-même. Parce que jusque-là, sauf si vous me prouvez le contraire, il n'y a jamais eu une preuve tangible pour dire effectivement qu'il y a une volonté de manipuler la Constitution ou une volonté de prolonger le mandat. Surtout, je vous ai très bien écouté, au bout, est-ce que Alpha Condé a intérêt à être au pouvoir de façon illégitime? J'appelle illégitime le prolongement de son mandat. Ce que vous dites, l'élection n'aura pas lieu en 2020. Et lui, sa légitimité va être contestée. Parce que les gens, ils voudront imposer des élections. On dira que son mandat est fini. Donc certains pourront considérer qu'ils ne sont plus dans l'obligation de le considérer comme président de la République. Vous ne pensez pas que ça l'affaiblit? Que lui-même, il a intérêt qu'il y ait des élections en 2020? Que tout ce qu'il doit faire, qu'il doit le faire avant 2020? Moi, clairement, je lui ai rappelé de faire les vrais combats et d'abandonner le faux combat. J'ai toujours dit que le combat pour lui, c'est le combat pour mériter la vie éternelle, la béatification. Mais après tout, oui, mais après tout, c'est nous qui parlons. Lui, il ne parle pas. C'est nous qui parlons, il n'a pas affirmé. Est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'on ne va pas vite aux besoins? C'est ce que je voulais vous expliquer quelque part. J'ai vraiment du mal à comprendre. La corruption, après, regardez, ce qui est arrivé, je vous donne des exemples. Au Congo, Brazzaville, lorsque Denis Sassou Nguesso a voulu faire la réforme constitutionnelle, il ne s'est jamais exprimé. Il s'est exprimé, il a été ventriloque, il s'est exprimé à travers les gens. Thierry Liézin Mongala et Alain Akwala. Thierry Liézin Mongala, qui était à peu près le porte-parole du gouvernement, le ministre donc des postes et télécommunications, et Akwala, Alain Akwala. Ce sont ces gens-là qui ont porté le débat. Et aujourd'hui, chez nous aussi, il y a des... Qui porte le débat? Officiellement, aujourd'hui, dites-moi, qui porte le débat d'un prolongement de mandat ou d'une manipulation de la Constitution? Qui porte le débat?
dans son propre parti, quelques gens dans son parti. Ça, ce sont des politiques. Non, Non, mais attends, qui ne dit pas à longueur de journée que Seloudalien sera président? Est-ce que ça fait de lui un président? Non, dites-le moi, officiellement. Un membre du gouvernement, ou même le président ou un membre de la cour présidentielle, qui porte officiellement cette histoire de troisième mandat ou de prolongement de mandat. Dites-le moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis un admonitaire. Mon rôle, c'est d'avertir face aux choses. Mais je vois des stratégies. Il est dans la stratégie. Et quand on est dans la stratégie, on est dans stratégie. C'est une stratégie qui n'a pas de garantie. Non, je vous laissez pas me convaincre sur quelque chose que je ne... C'est la finalité qui compte. La finalité qui compte. La finalité, c'est de permettre donc d'avoir ce que j'appelle un passe-droit. Que ce soit par la réforme constitutionnelle, si ça marche, ou sinon par autre chose. Mais maintenant, si l'opposition continue à lui faire les free lunch, peut-être en 2020, il dira, je veux bien organiser. Mais mettez-vous d'accord. Revenez donc à vous concerter par rapport à la CENI, par rapport à un ensemble de choses. C'est pour ça que j'ai dit que chaque fois qu'il y a des compromissions, on est en train de lui faire des repas gratuits, il faut l'éviter. Parce qu'en ce temps, bon, il se dira, ce que j'ai dit, le mot troisième mandat est réducteur pour moi. J'ai dit fraude à la Constitution. Dans ça, il y a un ensemble de stratégies, je l'ai dit. L'essentiel, c'est la fin qui compte. Et on est dans la stratégie, c'est la fin. La fin, soit il a le troisième mandat, mais si c'est que ça l'affaiblit, ou sinon que ça peut, comment dirais-je, l'agonir, il l'éviterait. Et donc, s'il peut avoir autre chose, sans être présenté comme illégitime, il peut tenter. C'est pour ça que j'ai dit à l'opposition aussi de ne pas continuer à faire ces choses. Chaque fois qu'il y a compromission, chaque fois qu'il y a des compromissions, finalement, on va appeler à revenir à la loi. Et pour revenir à la loi, il faudra des concertations, il faudra un timing, il faudra un délai interne. Et ce délai interne lui permettra donc peut-être aussi d'avoir le prolongement. À ce temps même, c'est ce que j'ai dit en 2020, il se pourrait qu'il y ait deux factions, que d'autres disent que finalement, si ça marche comme ça, que les gens disent il n'est pas légitime. Et s'il n'est pas légitime, il faudrait qu'il quitte. Donc, ils diront qu'il n'est pas légal. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un gouvernement donc, de transition. Et dans cette transition, je vois bien qu'il occuperait une place. Combien d'années ça peut durer? Une année, 2 ans, 3 ans? Et quoi que même si ça dure une année, même si c'est un jour, ce n'est déjà pas bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien réfléchir et sortir dans l'émotion. Sortir dans l'émotion, ça ne veut pas dire forcément. Être dans l'émotion veut dire qu'il faut penser qu'il y a forcément un troisième mandat. Il peut ne pas avoir un troisième mandat. Il faut réfléchir à... Ça, vous l'avez répété plusieurs fois. Alors, on évolue dans ce débat. Vous avez dit, une fois, que si vos revendications, je mets entre guillemets vos revendications, en tout cas sur pourquoi vous avez marché 130 et quelques kilomètres, si jamais le président ne réagit pas positivement à vos revendications, vous êtes prêt à marcher encore une fois, mais cette fois-ci à une distance plus longue. Vous avez dit que vous allez marcher depuis Lola. Lola, c'est à plus de... Je n'ai pas dit Lola, j'ai dit Yomo. Yomo, c'est au bout de la Guinée, c'est plus de 1000 kilomètres. Bien sûr, parce que vous savez pourquoi. Alors dites-moi, est-ce que jusque-là, vous avez vu un changement allant dans votre sens? Je n'ai rien vu. Je vais vous rappeler un ensemble de choses. Je suis celui qui a écrit pour la première fois ici la gestion des déchets. 35 pages que j'ai proposées. Le jour où je suis passé à la télévision Évasion, le président de la République, le lendemain, après, il a fait un décret pour confier la gestion à l'armée. Une année après, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu donc des morts. Les gens ont été tués par les ordures à Dar es Salaam. Ça m'a fait mal. Après, j'ai écrit aussi sur la refondation du système éducatif. Je n'ai pas été écouté. J'ai écrit un livre sur la réconciliation. Ce n'était pas mon premier, c'est mon 3e livre. Peut-être, sûrement, c'est mon 3e. Et après, j'ai proposé 23 pages sur ça. Après, je veux bien dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il n'ait pas tenu, donc d'écouter ce que j'ai dit. Mais je lui ai proposé un ensemble de choses qui peuvent faire son salut à lui. S'il le veut, bien. S'il ne le veut pas... aujourd'hui qu'on ne vous écoute pas, c'est ça? On ne vous écoute pas, on ne vous lit pas, on ne vous écoute pas. C'est évident, c'est frustrant, mais quand vous marchez, peut-être que là, on va vous écouter, c'est ça? Qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas, maintenant, je vais aller prêcher. J'ai dit 3 choses. J'ai marché pour 3 choses. 1, la mise en place de la commission définitive. 2, les actions concrètes de lutte contre la corruption. S'imposer l'autodiscipline à lui-même. Démissionner, comme l'article 37 de la Constitution le dit, la présidence du RPG arc-en-ciel. Son Premier ministre, clarifier les choses par rapport à son titre de doctorat. Parce qu'il faut l'autodiscipline. On ne peut pas lutter contre la corruption si nous-mêmes, on a des choses. À partir du 2 octobre, vous allez marcher? Ce n'est pas parce que le 2 octobre, j'attends le 2 octobre un acte fort, parce que c'est un événement très grand, très symbolique, le 2 octobre. Après le 2 octobre, vous allez marcher depuis Yomo? Après le 2 octobre. Après, j'attends 2 dates. Je vais être clair là-dessus. Le 2 octobre et le discours de fin d'année qu'il va porter. Si dans ces 2 discours, parce qu'il faut donner un délai, parce que là, lutter contre la corruption, ça ne se fait pas de façon active. Il faut des choses. Donc, pas le 2 octobre, mais d'ici la fin de l'année, c'est ça? Le 2 octobre, la mise en place de la commission définitive. S'il rate donc ce tac-là... Pourquoi on vous reproche de vouloir être
président de la commission définitive, la commission de réconciliation. Pourquoi on a l'impression que vous voulez être le premier responsable de cette commission-là? Parce que vous avez fait une réflexion, même des réflexions là-dessus. Je ne l'ai jamais dit clairement que je voulais être, et d'ailleurs que moi je me suis exclu. Comment? Parce que j'ai posé des conditions. Moi, je n'ai pas dit vous l'avez dit. Est-ce que j'ai dit vous l'avez dit? Non, j'ai dit pourquoi on a l'impression que vous voulez diriger cette commission de réconciliation. Ceux qui le pensent, libre à eux. Moi, je ne peux pas diriger cette commission. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Vous ne voulez pas? Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, je ne remplis pas les conditions que j'ai dit moi-même. Donc aujourd'hui, même si on vous appelait pour diriger une commission comme ça, vous refuserez? Je ne remplis pas les conditions pour diriger une commission. Qui remplit ces conditions? Je ne propose personne. Les conditions sont très claires par rapport à ce que j'ai dit dans mon livre. Okay. C'est pour ça que je prêche. Quelles sont les conditions pour diriger cette commission? La première des choses, finalement, il faut que cette personne soit non seulement un universitaire, peut-être un historien, un sociologue, un psychologue, il faut qu'il soit ça. Après, vous êtes historien, vous êtes universitaire. Bon, la seconde chose, ce que j'ai dit, il faut que cette personne-là aille, par exemple, une probité morale. Une probité morale connue de tout le monde. Il faut que cette personne fasse l'unanimité. Je ne pense pas non plus que vous soyez malhonnête. Ça fait deux. Passons. Troisième condition. Il faut qu'elle fasse l'unanimité aussi. Je ne la fais pas. Personne ne fait l'unanimité. Même le prophète, il ne l'a pas fait. Donc, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un comme ça. Passons. Quatrième condition. Il y a des autorités morales. Il y a des autorités morales. Comme qui, par exemple, en Guinée, vous croyez qui, par exemple? Oui, donnez-moi un seul nom. Un seul nom pour la forme, donnez-moi un seul. Qui? C'est Kokoundou, non? Monseigneur Vincent, il est. Ah, Monseigneur Vincent, c'est ça. Monseigneur Vincent. Très bien. Mais ils étaient dans le CNT, vous vous souvenez? Et vous savez comment on a décrié le CNT? On ne considère personne en Guinée aujourd'hui comme une personne neutre. C'est pas possible. Tout le monde est influençable. On ne fait confiance à personne. Vous vous souvenez qu'en 2010, on est allé chercher un président de la CENI pour diriger les élections ici? Après, je vais continuer dans les conditions. Après, j'ai dit que pour que cette commission donc soit là, le président de la République doit juger de son pouvoir discrétionnaire. Mais il faut qu'on mette en place un panel de sélection. Le panel de sélection donc doit faire une shortlist. La shortlist, c'est quoi? Elle fait des auditions publiques. Elle fait des auditions par rapport aux gens qui sont nominés. Peut-être qu'il faut que les gens soient nominés par la société civile, par les Guinéens dans l'ensemble. Après, elle fait la shortlist, elle propose au président de la République. Après, le président de la République décide donc du président. Je ne peux pas remplir ces conditions. Et donc, ceux qui le pensent, ils veulent le penser. Ils me prêtent juste des idées, des intentions. Je n'ai non seulement pas cette éducation, ce niveau intellectuel, je ne remplis pas ces conditions, donc aussi des probités morales et tout. Je ne peux pas. Donc, tout simplement, je veux une commission normale, très bonne et scientifique, qui puisse donc statuer sur notre histoire et proposer des recommandations très claires. J'avoue qu'elle est intéressante, cette idée. Peut-être qu'il faut fouiller un peu plus loin. Dans les livres, il faut les lire. Nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Ce que je vais ajouter là-dessus, c'est ce message que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Vous nous avez dit que vous ne porterez plus la parole publique. Vous êtes découragé? Je ne suis pas découragé parce que tout simplement la parole publique est devenue invective et chicanerie dans notre pays alors que pour moi elle est sacrée. Ça veut dire quoi? En français facile? En français facile, la parole publique, la porter, il faut la mériter. Il faut aussi... Vous ne méritez pas aujourd'hui de porter la parole publique. Alors dites-moi en français facile. En français facile, porter la parole publique veut dire aussi que souvent on peut porter des choses et qu'on peut se retirer. C'est pour ça moi j'ai dit que je dois me retirer. Vous avez dit que vous allez vous retirer. Pourquoi? Et c'est aussi facile que ça la question. Pourquoi vous voulez vous retirer? Est-ce que vous êtes découragé? Vous m'avez dit que vous n'êtes pas découragé. Est-ce que vous êtes écouté? Vous dites que vous n'êtes pas écouté. Pourquoi vous voulez vous retirer? Parce que j'ai parlé aux gens, ils ne m'ont pas écouté. J'ai écrit aux gens. Vous êtes découragé? Pardon, je réponds. J'ai écrit, on ne m'a pas lu. Et je peux m'écouter moi aussi. Donc vous êtes découragé. Je dois m'écouter. Dites-moi qu'est-ce qui se passe, M. Sano. Est-ce que vous allez me dire enfin pourquoi vous voulez vous retirer? Je ne suis pas découragé parce que j'ai dit, j'ai parlé, on ne m'a pas écouté, j'ai écrit, on ne m'a pas lu. Je peux m'écouter, je dois m'écouter. Je dois douter de mes stratégies, je dois les repenser. C'est pour ça donc je me retire pour repenser mes stratégies. Très bien. Pour abandonner, je repense. Et c'est la fin de cette émission. Mais vous avez encore 30 secondes pour la rubrique qu'on appelle la carte blanche. Peut-être qu'il y a un sujet sur lequel on ne vous a pas interpellé. C'est le moment de vous exprimer là-dessus. Devant la caméra qui est juste derrière moi, vous regardez. Et vous en parlez pendant 30 secondes. Bon, je vais tout simplement dire au président de la République qu'il a l'obligation de sortir dans l'histoire par la grande porte. Il y est rentré, non pas par effraction, mais par la grande porte. Et aujourd'hui, il doit avoir le courage de porter les vrais combats. Le combat pour la réconciliation qu'il a entamé, il doit l'achever. Et le combat aujourd'hui aussi contre la corruption. Le combat donc pour donner donc la dignité aux Guinéens.
Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'à chaque fois que nous lisons les médias ou que nous les écoutons, nous voyons qu'il y a à chaque fois des nouvelles qui nous attristent. Par rapport au détournement, on ne lui a jamais entendu parler et clairement, il n'a pas pu mettre en place pendant les 8 années de gestion de notre pays des institutions qu'il faut pour lutter contre la corruption. À chaque fois qu'il a tenté, je vais dire qu'il a eu le cœur du bon côté, mais ses actions ont été du mauvais endroit parce qu'il a mis en place des institutions qu'il a affaiblies lui-même. Et aujourd'hui, nous voilà donc arrivés vers 2020. Par rapport aux élections qui ont eu lieu, les élus n'ont pas été installés. Je vais bien dire qu'il sort donc de son silence pour user donc de la sagesse qu'il a toujours été son incarnation pour appeler à mettre en place donc ces élus, les installer pour qu'il y ait la paix. La seconde chose, elles permettent de la même à ces institutions donc de pouvoir fonctionner. On ne peut pas gérer les ordures, nos collectivités ne peuvent pas fonctionner si ceux qui ont été élus ne sont pas installés. Nous partons donc vers la prochaine élection législative. Il faut aujourd'hui qu'il essaie de sortir, de refuser les compromissions. Ce sont des pièges. Ces pièges feront qu'il sortira dans l'histoire par la petite porte ou sinon même par effraction. Et nous partons aussi vers 2020. Il faut que le président de la République arrive à se prononcer par rapport à la crise qui se lie à la Cour constitutionnelle. Pour rappeler donc ceux qui y sont, qui doivent être sages, à l'incarnation de la sagesse pour laquelle donc ils ont été installés dans cette institution. Au cas échéant, sévir de la façon comme dispose la Constitution pour rétablir l'ordre constitutionnel parce qu'il est garant de nos institutions. Et je vais bien lui dire qu'ils doivent avoir le courage de porter ces deux vrais combats. Le combat pour la mémoire à 60 ans, pour la réconciliation et le combat de la lutte contre la corruption. Il doit aussi avoir le courage de renoncer au faux combat, au faux combat de fraude à la Constitution. Je veux bien comprendre peut-être qu'il n'a pas cette intention manifeste de frauder la Constitution, mais que certains gens peuvent penser qu'il peut avoir de la vie éternelle en faisant certaines choses qui lui rappellent. Je vais lui dire qu'il doit avoir le courage de renoncer à ces faux combats parce qu'il est déjà grand et il peut être grand en portant les vrais combats. Pour la réconciliation et lutter contre la corruption. S'il le fait, il aura la vie éternelle. Et s'il ne le fait pas, ce sera le plus grand gâchis de l'histoire parce qu'il sortira dans l'histoire par effraction et il aura donc terminé tout son combat et il aura détruit tout son combat et naturellement aussi, il aura fait tout le grand mal au peuple de Guinée. Je veux bien croire qu'il ne veut pas faire du mal et qu'il a fait tout son combat pour sauver le peuple de Guinée ou sinon pour l'aider à l'élévation de son niveau de vie, à atteindre donc le niveau de maturation démocratique qu'il faut. Mais si c'est le contraire qu'il veut penser, s'il le fait, il aura terminé son combat et ce sera altéré. À bon entendeur, salut écrivain marcheur. Voilà, j'arriverai à le dire, écrivain marcheur. Ibrahima Sano était notre invité dans Prada les yeux, était derrière les caméras. Amara Alex Silla, Mamadou Aliouba et au montage Alassane Diallo. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.